Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 30 novembre 2025. Au menu aujourd'hui, la 9e réunion ministérielle de coordination des pays membres du C4 plus la Côte d'Ivoire. Une réunion tenue ici à Bamako cette semaine pour préparer la conférence de l'Organisation mondiale du commerce prévue l'année prochaine au Cameroun. Pourquoi les pays africains producteurs de coton se concertent-ils maintenant? Nous poserons la question à Boubacar Ballo, conseiller technique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Bonjour Monsieur Ballo et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. Ensuite, nous nous intéresserons à la journée d'information et de sensibilisation organisée par l'ANAM, l'Agence nationale d'assistance médicale. La journée visait à attirer l'attention sur la place qu'occupe le régime d'assistance médicale, le RAMED, dans la politique sanitaire du Mali. Nous recevons Modibo Diarra, directeur général adjoint de l'ANAM. Bonjour M. Diarra et bienvenue. Bonjour M. Koné, plaisir d'être invité sur ce plateau. C'est partagé. Enfin, nous parlerons de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation. Les autorités maliennes ont saisi l'occasion pour rappeler les mesures prises pour réduire les accidents de la circulation. Notre invité est Issa Bakari Traoré, directeur général adjoint de l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière. Bonjour M. Traoré et bienvenue. Merci et merci également pour la constance. Merci beaucoup. Bamako a habilité donc cette semaine une réunion ministérielle des pays membres du C4 plus la Côte d'Ivoire. Une réunion destinée à harmoniser les positions dans la perspective de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce qui se tiendra dans quelques mois avec à l'ordre du jour les négociations sur le coton. Les pays du C4 plus la Côte d'Ivoire veulent de nouvelles politiques pour que les cotonculteurs africains profitent mieux du fruit de leur travail. Quelques détails avec Alousseni Touré et on revient sur ce plateau. Outre les représentants du Mali, cette conférence a réuni les participants du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. L'enjeu de cette réunion est de préparer le prochain round de négociations de l'OMC sur le coton qui se tiendra dans 3 mois au Cameroun. Les participants à cette 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, plus la Côte d'Ivoire, déplorent le manque de progrès dans les négociations sur l'avenir du coton africain. Par cette initiative, les 4 pays co-auteurs voudraient obtenir l'élimination des subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés à leurs cotonculteurs. L'amélioration de l'accès au marché pour leurs filières cotonnières, l'augmentation substantielle de la transformation de leur production de coton afin de créer des emplois et de réduire la pauvreté et le chômage. L'initiative sectorielle en faveur du coton vise à corriger les inéquités et les violations des règles du système commercial multilatéral pour le coton, où les subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés sont à l'origine d'une offre excédentaire de coton sur le marché international et le maintien des cours internationaux à un niveau peu rémunérateur des efforts des masses paysannes des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire. Les participants sont appelés à rester focalisés sur les objectifs fixés, à savoir donner au coton la valeur qu'il mérite en permettant non seulement aux producteurs, mais à tous les autres acteurs de la filière de pouvoir vivre dignement de leur travail. Nous avons la ferme conviction que l'avenir de nos filières cotonnières réside dans la transformation locale. Il s'agira de bâtir de véritables industries textiles et favoriser l'émergence d'industries de l'habillement. Cette conviction est soutenue par des analyses pertinentes qui révèlent que la transformation industrielle locale de chaque 25 tonnes de fibres de coton génère 5 emplois industriels directs, 50 emplois additionnels dans l'artisanat et des effets multiplicateurs sur l'amélioration des conditions de vie des populations et la vigueur de la croissance économique inclusive durable. Dans ce contexte, sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement a procédé à la restructuration de la compagnie malienne des textiles Comatex et a envisagé la construction de 4 nouvelles filatures avec pour ambition de transformer au moins
10% de la production locale à moyen terme. Toute chose qui pourrait générer environ 100 000 emplois et plus de 20 milliards de dollars de revenus. Il faut dire que le coton occupe une grande place dans nos économies, en particulier celle du Mali. Aussi, il urge de passer à son industrialisation pour créer de la valeur ajoutée et parvenir à créer des emplois et plus de recettes d'exploitation. Alors, M. Balo, ce sont donc 5 pays producteurs de coton en Afrique qui se sont réunis à Bamako. Il s'agit donc du Bénin, du Burkina, du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Mais vous parlez très généralement de C4 plus la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup, M. Koné. Encore une fois, je vous transmets les sincères remerciements de M. le ministre Moussa Alassane Diallo pour nous avoir offert cette opportunité de donner davantage d'informations sur cet événement important qui vient de se dérouler dans notre capitale. Pour en revenir à votre question, le C4 plus la Côte d'Ivoire, ça signifie tout simplement, à l'origine en 2003, ces 4 pays qui ont créé le C4 et ils se sont dotés d'un statut qui indique qu'il ne prévoit pas l'adhésion d'un nouveau pays, mais plutôt d'observateurs. Donc ces 4 pays, vous les avez cités, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Et en 2019, lorsque la Côte d'Ivoire a demandé à être observateur, donc ce statut lui a été accordé. C'est pourquoi nous parlons de C4 plus Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'observateur, on peut dire que c'est un pays qui est membre maintenant du groupe. Bon, dans le statut d'observateur ne confère pas forcément le statut comme les membres fondateurs. Par exemple, les documents qui ont été adoptés à Bamako ici, la Côte d'Ivoire ne figure pas sur la liste, par exemple, des signataires de la déclaration. D'accord. Donc il n'y a pas d'ouverture possible. Voilà, mais quand même, justement, il y a la possibilité, bien sûr, de relecture du statut du C4. Mais cette fois-ci, les ministres n'en ont pas du tout inscrit à l'ordre du jour. Mais c'est possible qu'à l'avenir, que la Côte d'Ivoire soit membre à part entière. C'est bien possible à l'avenir. Mais il y a quand même un point important. Et le nom va changer, la dénomination va changer, ça va être C5, non? Bon, pour le moment, et cela va être décidé par l'ensemble des pays au moment venu. Mais il y a une précision que je voudrais apporter. C'est que C4 plus Côte d'Ivoire, de façon, dans la pratique, les programmes de développement que les partenaires financent à destination des pays du C4, la Côte d'Ivoire, bien sûr, est bénéficiaire de l'ensemble de ces programmes, mais quand même le statut d'observateur ne lui confère pas le droit de voter ou bien encore de pouvoir décider. C'est tout. Mais tous les programmes, les projets à destination des pays du C4, la Côte d'Ivoire bénéficie pratiquement des mêmes financements, des mêmes droits que les 4 pays formateurs. D'accord. Et la réunion de Bamako visait donc à préparer la conférence de l'OMC qui se tiendra au Cameroun l'année prochaine, en mars 2026. Est-ce que cette conférence du Cameroun a un enjeu particulier pour que vous vous réunissiez maintenant? Merci beaucoup, Monsieur Koné. La conférence qui va se tenir au Cameroun est la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Et vous savez, l'Organisation mondiale du commerce est la seule organisation qui gère le commerce, la réglementation commerciale entre les États à l'échelle mondiale. C'est la seule organisation. Et la conférence ministérielle est l'instance suprême. Donc, en quelque sorte, c'est l'instance suprême du commerce mondial. Ce qui va se décider au Cameroun, c'est ce qui va être appliqué comme règle multilatérale. Donc, c'est l'enjeu extrêmement important et c'est pour entériner les résultats des négociations depuis la 13e conférence passée à Abu Dhabi. Donc, ce sont les ministres qui valident, qui entérinent les conclusions des négociations menées par leurs ambassadeurs à Genève. Et parmi les questions en négociation, bien sûr,
figure la question du coton au sein du comité de l'agriculture. Donc c'est une conférence extrêmement importante pour nous. Et vous avez, j'imagine, adopté une position commune des 5 pays à l'issue de la réunion de Bamako, que vous allez certainement défendre. Et qu'est-ce qui va être justement votre combat au Cameroun? Sur quoi vous allez insister pour que vous soyez entendu? Merci beaucoup, M. Kone. C'est une question pertinente. L'objectif de la rencontre de Bamako était de préparer, d'harmoniser les positions de négociation du C4 plus la Côte d'Ivoire pour la prochaine conférence. Donc ce sont les positions de négociation qu'on avait à harmoniser. Et comme position de négociation, les pays du C4 et la Côte d'Ivoire réclament toujours l'élimination des mesures de soutien et autres subventions, également l'accès au marché, mais également l'intensification des actions de développement. Donc c'est pour pouvoir résumer ces 2 piliers essentiellement sur lesquels portent les revendications: l'accès au marché par rapport à l'élimination des subventions, l'élimination des droits de douane sur le coton, les produits du coton qui viennent du C4+, et les PMA en général, et ensuite octroyer des moyens aux pays du C4 pour pouvoir développer leur filière cotonnière. Donc les positions se résument en ces quelques points-là que nous allons défendre au Cameroun. Mais il y a un point qui me semble extrêmement important quand vous demandez la diminution ou l'arrêt des subventions que les pays développés accordent à leurs cotonculteurs. Est-ce que vous serez même entendu par rapport à ça? Parce qu'ils sont les plus puissants, ces pays développés. Bon, je connaissais la question que beaucoup de personnes se posent, mais quand même, moi je crois que nous sommes entendus. Nous sommes entendus en ce sens que la question du coton est inscrite à l'ordre du jour des négociations depuis 2003. Et il est convenu de les traiter de façon spécifique, rapide et ambitieuse. Maintenant, c'est le rythme même de l'évolution des négociations qui est un peu lent. On sait que les négociations commerciales ne sont pas faciles. Il y a des acquis qu'on obtient difficilement et très lentement. Donc, c'est ce qui se répercute sur le cas du coton. Donc oui, nous sommes entendus parce que la question a été inscrite à l'ordre du jour des négociations. Maintenant, quant au résultat escompté, c'est ce qui est lent, à l'instar des autres sujets en négociation au sein de l'OMC. Parce qu'on constate quand même que chaque pays défend ses propres intérêts. Absolument. Et les pays développés accordent des subventions à leurs cotonculteurs, c'est pour promouvoir peut-être la production chez eux, c'est pour leur propre intérêt. Ils ne vont peut-être pas forcément aller dans votre sens. C'est pourquoi même qu'il y a des négociations. Et vous touchez du doigt la difficulté même de la question. Si nous prenons un pays comme par exemple les États-Unis d'Amérique, les subventions à l'agriculture sont codifiées dans une loi même. Et les présidents qui arrivent difficilement, ils peuvent modifier quelque chose dedans. Et au niveau de l'Union européenne, c'est la PAC, la politique commune agricole. Et quand on va également en Inde, qui est grand producteur de coton, ou encore la Chine ou le Brésil, c'est que c'est des lois qui organisent les soutiens à l'agriculture. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est l'objet des négociations. C'est parce que c'est des lois, c'est pour amener nos interlocuteurs à apporter tôt ou tard des modifications dans leur législation nationale et éliminer ces soutiens, au moins ne serait-ce que par rapport au coton. Et voilà. C'est ce qui fait toute la difficulté. Peut-être même que vous seriez mieux inspiré si vous accordiez beaucoup plus d'importance à la production, à la transformation locale du coton. Peut-être ça peut vous permettre d'aller plus vite plutôt que de compter sur ces pays développés pour changer le prix du coton. Les unités industrielles, il faut les valoriser peut-être. Il faut en créer et les valoriser. Vous ne trouvez pas? Oui, je partage votre point de vue. Si vous avez suivi le discours d'ouverture
de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile représentant le Premier ministre chef du gouvernement, il a mis l'accent sur l'avenir de la filière cotonnière chez nous, qui est la transformation. Et il a même indiqué dans son discours que si nous parvenons à moyen terme à transformer 10%, cela va générer au minimum 100 000 emplois directs et près de 20 milliards de revenus pour les cotonculteurs. Donc, c'est vous donner raison. Mais n'empêche, on ne pourrait pas transformer toute la production de coton sur place. Raison pour laquelle il faut toujours maintenir la lutte pour l'élimination des subventions et des mesures de soutien interne. Parce qu'en réalité, ce sont ces subventions et mesures de soutien interne qui sont à l'origine du maintien des producteurs de coton des États-Unis, de l'Union européenne, peut-être même du Brésil et de l'Inde dans la filière. Nous avons vraiment des avantages compétitifs à faire valoir qui font que si ces soutiens sont éliminés, pratiquement la production ne va pas être au niveau que nous connaissons aujourd'hui et les prix vont augmenter. Quand les cours internationaux vont augmenter, ben cela est tout bénéfice pour l'économie nationale, notamment les producteurs de coton. Monsieur Diarra, qu'est-ce que vous pensez du combat que mènent les producteurs de coton en Afrique face aux pays développés? Bon, merci beaucoup, M. Koné. Moi, j'ai entendre le conseil technique Balo et puis les discours d'ouverture du ministre de la Sécurité. Moi, je me dis, il y a un questionnement. Si les pays développés soutiennent leurs cotonculteurs, la question simple qui nous revient à l'esprit, est-ce que nos pays aussi ne peuvent pas soutenir leurs cotonculteurs? Premièrement. Deuxièmement, vous l'avez dit, hein, la création des unités industrielles ici, au-delà des emplois qu'elles créent, je pense que ce n'est pas les besoins qui manquent en matière de coton ici. Si nous parvenons à transformer le coton, même nos tissus que nous portons, les officiels, tout, je pense que ça peut booster aussi la situation économique des cotonculteurs. Je pense qu'il faut mener la réflexion dans ce sens-là. Il y a un questionnement, il dit pourquoi chez nous, on ne subventionne pas aussi nos producteurs. C'est la question. Est-ce qu'on a les moyens? Justement, mais avant de répondre à cette question, pour compléter, c'est que dans l'agenda, même actuellement, des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, qui a instruit vraiment de développer la transformation locale. C'est tout le sens qu'il faut donner à la reprise des activités de la compagnie malienne des textiles, la Comatex, et le lancement de la construction de 4 filatures. Donc, en plus de cela, il y a d'autres projets dans les pipes pour la transformation, notamment la mise en place d'une industrie qui va faire les compresses pour les structures de santé. Mais la redynamisation des activités de la Comatex prévoit également tout ce qui concerne les tenues scolaires et d'autres équipements que je préfère ne pas parler sur le plateau ici actuellement. Et concernant les subventions, c'est maintenant, en ce qui concerne les subventions, vous savez que nos États, nos finances publiques ne sont pas aussi solides comme aux États-Unis et ailleurs. Mais quand même, l'État fait de son mieux pour alléger les charges des cotonculteurs. Monsieur Traoré, comment vous voyez toutes ces négociations menées avec les pays industrialisés et qu'est-ce que chez nous on peut faire pour appuyer, pour soutenir les producteurs de coton, par exemple? Je crois que déjà le reportage, compris le conseil technique et M. Diarra qui ont quand même échangé sur la question avant moi, ont pratiquement touché exactement ce que je voudrais dire. Et récemment, tout de suite là, le conseil technique, M. Balo, disait les téléscolaires et d'autres choses peut-être. Bon, moi je crois que c'est vraiment une très bonne initiative. Mais la rencontre également du Cameroun en dira encore plus parce que c'est quand même que c'est des gens aussi engagés et déterminés. Et pour pouvoir également alléger la souffrance également de ces cotonculteurs. C'est pas parce que les cotonculteurs aujourd'hui, c'est
pratiquement des moyens essentiels. Et pour qui voit également aujourd'hui, la plupart également dans nos pays, et précisément dans nos 3 pays également, tout le monde également est surtout axé par rapport à l'habillement. Pour dans les 3 pays, par le Mali, Burkina, Niger. Mali, Burkina, l'AS exactement. Mais le Niger n'est pas dans la production du coton. Le Niger n'est pas dans la production du coton, mais quand même récemment, moi j'ai vu des officiels également nigériens qui portent exactement le tissu en cotonnade. C'est pour dire tout simplement que, comme on dit, c'est la même vision qui est partagée. Mais au niveau de la rencontre de mars prochain, et j'en suis sûr également que quelque chose de bon naîtra. Une dernière question peut-être, M. Ballo. Alors, vous avez parlé des pays comme les États-Unis, comme le Brésil, l'Inde. Est-ce qu'à côté de ces pays, le C4 plus la Côte d'Ivoire représente grand chose dans la production de coton sur le marché international? Bon, en ce qui concerne la production mondiale du coton, le C4 ne représente pas beaucoup, environ 3% de la production mondiale. Les pays africains réunis font à peu près 8, parce qu'il y a 26 pays africains qui produisent du coton. Donc, mais n'empêche, c'est pour cette raison d'ailleurs que il faudrait accorder une attention particulière aux besoins des plus faibles. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble avec les autres pays producteurs de coton en Afrique pour mener un même combat? Nous sommes ensemble. Oui. Nous sommes ensemble. En réalité, dans la stratégie de négociation, le C4 plus la Côte d'Ivoire a toujours le soutien du groupe africain. Parce que ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est que si on obtient un résultat, le résultat c'est tout le monde. Par exemple, l'élimination des subventions à l'exportation qui a été obtenue au cours de la conférence ministérielle de Bali, c'est que les subventions à l'exportation ont été éliminées par les États-Unis, mais quand même ça bénéficie à tous les producteurs de coton, y compris même les producteurs européens. Et l'accès au marché des produits du coton, l'accès partiel qui a été obtenu en Nairobi, ça profite à tous les cotonculteurs PMA d'Afrique. Donc nous sommes dans le groupe africain, nous négocions ensemble, mais quand même ce sont ces 4 pays qui ont décidé de créer, de mutualiser leurs efforts, de travailler en synergie pour peser beaucoup plus. Mais nous négocions au sein du groupe africain. Et vos recommandations ou votre position commune pourrait être appuyée par les autres pays africains, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce qui s'est fait. Oui. C'est ce qui s'est fait. Nous nous arrangeons toujours. Par exemple, au cours des travaux ici, nous avons discuté de la participation au sein du groupe africain, ce qu'il faut faire valoir. Et donc, nos positions sont soutenues par le groupe africain. Et nous cherchons des alliances même au-delà du groupe africain. Merci beaucoup, M. Ballo. Nous passons à notre deuxième sujet avec cette journée d'information et de sensibilisation organisée par l'ANAM, l'Agence nationale d'assistance maladie. La journée visait à attirer l'attention sur la place qu'occupe le régime d'assistance médicale RAMED dans la politique sanitaire du Mali. Le reportage de Hawa Adama Koulibaly, avant d'en parler avec notre invité. Blessés sur les voies d'acheminement des hydrocarbures, une dizaine de chauffeurs et apprentis rejoignent désormais les bénéficiaires du RAMED. Grâce à la réception de leur carte d'immatriculation, ils auront accès gratuitement aux soins pendant 3 ans. Une mesure d'urgence qui illustre pleinement le rôle social du régime d'assistance médicale. La Constitution de la République du Mali consacre, en son article 10, la protection sociale comme l'un des droits fondamentaux de la personne. Il s'agit, dans un élan de solidarité nationale, de garantir le droit à la santé pour tous, sans exclusion. À ce jour, l'Agence nationale d'assistance médicale a immatriculé 3 552 087 personnes à travers le territoire national, parmi lesquelles 485 381 ont bénéficié gratuitement de soins de santé dans les formations sanitaires partenaires. Si le dispositif progresse, la contribution des collectivités reste à renforcer.
Le RAMED est un régime non contributif. D'année en année, le nombre de collectivités qui payent, voilà, mais on sera encore plus heureux si tout le monde payait. On remercie les plus hautes autorités, en l'occurrence le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a envoyé une lettre d'instruction aux collectivités afin qu'ils puissent honorer les paiements de leur quote-part. Pilier de la solidarité nationale, le RAMED maintient son efficacité grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers. À l'occasion des 65 ans de coopération sino-malienne, 21 tablettes de dernière génération ont été offertes pour renforcer le dispositif. Depuis 2021, l'ambassade de Chine a fourni à l'Agence nationale d'assistance médicale plusieurs dons de matériel informatique afin de favoriser son travail numérisé. La Chine a déployé au Mali 30 équipes médicales successives, donnant des soins en faveur de plus de 7 millions de personnes. La cérémonie a également été marquée par la distinction d'autorités et d'élus locaux engagés dans la mise en œuvre du RAMED. Alors, Monsieur Diarra, vous avez organisé donc cette journée d'information et de sensibilisation sur le RAMED, qui est le régime d'assistance médicale. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'il faut comprendre par régime d'assistance médicale. Merci beaucoup, M. Koné. Au nom du directeur général de l'ANAM, M. Yamé Benhaman Traoré Empêché, et sous l'autorité de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel-major Assa Badialo Touré, je dis déjà bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de l'ORTM, à l'ensemble des travailleurs, à vous-même. Pour répondre à votre question, déjà la journée, par rapport à la journée, c'est déjà pour mettre en lumière les efforts déployés par les plus hautes autorités du Mali dans le cadre du renforcement de la résilience des Maliens. Parce que c'est un dispositif qui existe depuis 2009, qui a pour objet d'assurer la prise en charge médicale de l'ensemble des Maliens qui n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs propres dépenses de santé. Et c'est des efforts colossaux que le gouvernement déploie chaque année pour arriver à ces résultats. Et donc, il était important de trouver un créneau, à travers notamment la journée d'information, de trouver un créneau pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les efforts déployés par les plus hautes autorités de notre pays, notamment à travers le ministère de la Santé et du Développement social. Et maintenant, quand vous parlez d'assistance médicale, régime d'assistance médicale, vous avez dit aussi ceux qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Comment vous faites pour recenser ces personnes-là? D'ailleurs, qui peut être éligible au RAMED? Merci beaucoup. Déjà, le régime d'assistance médicale, c'est un dispositif de protection sociale, un dispositif public de protection sociale non contributif qui assure la prise en charge médicale gratuite des indigents et des admis des droits. Les indigents, c'est des personnes reconnues, c'est des personnes sans ressources et reconnues comme telles par les collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est là, qui permet d'identifier celui qui est éligible au régime d'assistance médicale ou celui qui ne l'est pas. Donc c'est fait au niveau des collectivités territoriales. La personne qui se sent indigente fait une demande au niveau de la mairie. La mairie fait lever une enquête sociale qui est menée par les services techniques du développement social, qui dépose un rapport d'enquête sociale au niveau de la mairie. À la lumière de ce rapport, le maire délivre un certificat d'indigence. Maintenant, ce certificat d'indigence est transmis à l'ANAM, sur la base de quoi l'ANAM fait l'immatriculation de la personne. Et cette immatriculation est matérialisée par la délivrance d'une carte RAMED ou bien d'un récépissé RAMED. Parce que la production de cartes peut prendre souvent du temps. En attendant, la maladie n'attend pas. Donc nous produisons des récépissés pour les patients. Maintenant, celui qui détient son récépissé, il se présente dans une structure publique de l'État, dans une structure sanitaire, que ce soit publique ou parapublique. Avec sa carte. Avec sa carte, notamment les hôpitaux, les CCRF, les centres de santé de référence, les centres de santé communautaires, les CESCOM. S'il se présente avec sa carte, sa prise en charge est assurée à 100%. Maintenant, les structures de santé envoient à l'ANAM la facture et l'ANAM rembourse dans un délai raisonnable. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a un processus pour être éligible. Ça prend du temps, généralement. Comme on est au Mali, il y a des chemins
à prendre, qui vont peut-être prendre beaucoup de temps, et vous-même vous avez dit que la production de la carte peut prendre du temps. La production de la carte peut prendre du temps. Même du côté, au niveau du recensement, il n'y a pas d'obstacle généralement? Oui, si, dans tout travail, il y a des obstacles, évidemment. Il y a même des populations qui n'ont pas de pièces nécessaires, parce que c'est des enquêtes sociales qui sont basées sur des actes administratifs réels. Donc, il y a des populations qui n'ont pas d'actes administratifs. Mais nous collaborons avec les mairies pour que ces populations puissent posséder leurs actes, les différents documents administratifs. Donc, et avec aussi le développement social. Oui, c'est le service technique du développement social qui mène l'enquête sociale. C'est leur attribution. C'est dans la loi qui institue le RAMED même. Donc c'est eux qui sont spécialisés dans ces domaines. Donc c'est eux qui mènent l'enquête. Maintenant, ils déposent le rapport de l'enquête sociale au niveau de la mairie. Le maire apprécie le rapport. S'il trouve que la personne enquêtée est éligible, il lui délivre un certificat d'indigence. Maintenant, c'est le certificat-là qui est transmis à l'ANAM pour immatriculation. Voilà. Et quand on est bénéficiaire du RAMED, c'est pour toute la vie ou c'est pour une période donnée? Non, la loi dit qu'on a 3 ans. D'accord. Voilà, on est éligible au RAMED pendant 3 ans. Et après avant, 3 ans, avant c'était une année, maintenant c'est 3 ans. Après, bon, pour le moment, au terme de la loi, au sens de la loi, après 3 ans, normalement, le bénéficiaire doit pouvoir être versé dans un autre régime dispositif contributif. Parce qu'on suppose que son niveau de vie, sa situation socio-économique a changé positivement. Donc, il peut cotiser lui-même maintenant dans un autre dispositif. Et si c'est le contraire, et si sa situation n'a pas amélioré, ou plutôt s'est dégradée, c'est possible, non? Exactement, nous avons prévu ça aussi, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a un processus de modification de nos textes qui sont là. Donc, nous avons prévu dans ces projets de textes une évaluation de la situation socio-professionnelle de la personne. Au cas où la situation n'a pas changé positivement, on peut réévaluer sa situation pour qu'il puisse réintégrer le régime d'assistance médicale. D'accord. Et il y a aussi que, vous l'avez dit, les bénéficiaires ne cotisent pas, ne payent rien, et les factures sont envoyées à l'ANAM. Ça veut dire que l'ANAM est très riche. Vous avez beaucoup d'argent? Non, l'ANAM n'est pas très riche. D'ailleurs, ça fait partie de nos principales difficultés. Mais qui paye? L'ANAM est financée principalement par l'État, à hauteur de 85%, selon les textes même qui instituent le RAMED. L'État finance à hauteur de 85%, les collectivités à hauteur de 15%. Mais il y a aussi les autres contributions qui peuvent venir des partenaires ou des institutions spécialisées, personnalisées de l'État. Mais les principaux contributeurs quand même, c'est l'État à hauteur de 85% et les collectivités 15%. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'État s'exécute correctement. Chaque année, l'État paye sa contribution pour le financement du régime d'assistance médicale. Et donc c'est lié aussi de féliciter, de saluer, de féliciter les efforts du gouvernement. C'est pourquoi je dis la journée, c'est pour porter à la connaissance les efforts que l'État est en train de déployer pour renforcer la résilience de nos populations. Et les autres partenaires, ils vous appuient comment? Les collectivités doivent contribuer à hauteur de 15%. Ça s'est fait à partir d'une identification, c'est-à-dire à partir de l'effectif l'effectif de personnes indigentes qui se trouvent sur le territoire de chaque commune. Donc, à partir de nos prévisions, nous dégageons un ratio par indigent. Donc, si nous avons une commune X, par exemple, qui a 10 000 indigents, donc le ratio, on multiplie par le nombre d'indigents qui se trouvent sur le territoire de la commune. Donc, c'est ça qui va devenir le montant de la contribution de cette collectivité qui doit être versée dans le budget de l'ANAM. Et c'est sur l'ensemble du territoire, y compris dans les communes les plus reculées? C'est sur l'ensemble du territoire. Dans les RAMED, c'est l'ensemble du territoire. Nous avons des bénéficiaires qui sont pris en charge au niveau de Kidal, au niveau de Gao, au niveau de Tombouctou. Dans toutes les régions du Mali, le RAMED est opérationnel. Et c'est uniquement, la prise en charge est faite uniquement dans les structures publiques de santé, parce qu'il n'y a pas de privés dedans. Oui, les textes disent de prioriser les structures de santé publiques, parapubliques. Comme je l'avais dit précédemment, les hôpitaux, les CCRF, les CESCOM. Mais souvent, l'ANAM a la latitude, conformément à la loi, la latitude de signer avec certaines pharmacies privées. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses
conventionnés à l'ANAM, mais il en existe quand même des structures privées, notamment des pharmacies, des officines, qui sont conventionnées à l'ANAM, parce que tous les produits, on ne les trouve pas souvent dans nos structures publiques ou parapubliques. Donc, pour ne pas laisser les patients sans prise en charge, souvent on est obligé de signer des conventions avec des officines privées pour que les patients puissent avoir accès à la totalité des produits pharmaceutiques. Monsieur Traoré, comment voyez-vous le fonctionnement du RAMED et la prise en charge des malades qui n'ont pas assez de moyens, qui sont démunis? Moi, je crois que c'est déjà une bonne idée, parce que je crois que la campagne de sensibilisation qui a été quand même diffusée tout de suite là, je crois qu'également ça doit être encore plus large jusqu'à la base, c'est-à-dire que depuis les communes, au niveau de collectivités, jusqu'au niveau région, pour que les gens s'approprient. Parce que je vous avoue également que c'est vrai, je connais également l'ANAM, je connais, bon, n'était peut-être la dernière fois là, où pratiquement j'ai vu ça à la télé, et je ne savais pas exactement s'il y a cette prise en charge indigène également gratuite. Donc c'est pour dire tout simplement à l'ANAM de faire en sorte vraiment à ce qu'il y ait vraiment une large sensibilisation depuis la base pour pouvoir également rendre également conscient et tous ceux qui peuvent également adhérer. Et M. Ballot, vous trouvez comment cette gestion ou cette faveur faite aux indigents et certainement aux vieilles personnes, non, qui font partie aussi non, pas forcément, parce qu'il y a les indigents et les admis des droits. Ok, M. Ballot. Bon, vous savez, le ministère de l'Industrie et du Commerce est un ministère qui est chargé de la production, de l'économie, les industries, le commerce. Et quand on améliore l'accès à la santé, on améliore subséquemment la productivité des individus. Donc nous soutenons tout ce qui peut améliorer l'accès à la santé, notamment pour le cas spécifique du RAMED. Ces personnes qui sont considérées comme indigentes, ça va contribuer vraiment à accroître leur apport à l'économie. Mais si nous regardons le sujet qui nous a concerné cette semaine-là, notamment le coton, on sait que beaucoup de personnes vulnérables, de personnes pauvres se trouvent en milieu paysan plutôt qu'en milieu urbain. Donc nous soutenons beaucoup ce régime-là et nous souhaitons... Et vous souhaiterez que ça soit beaucoup plus accentué au niveau des campagnes. Exactement, et nous souhaitons vraiment que des enquêtes puissent se faire, surtout au niveau du monde rural, pour améliorer leur accès à la santé et subséquemment accroître la production et la productivité. C'est ça aussi votre idée, M. Diarra? Bien sûr, parce que nous-mêmes, notre slogan, c'est que le RAMED contribue à la lutte contre la pauvreté. Parce que quand une personne est pauvre, le peu d'argent qu'elle trouve, si elle doit mettre ça dans la santé, je pense que ça peut la tirer vers le bas. Maintenant, s'il y a l'État qui est là pour assurer sa santé, déjà une personne en bonne santé est une personne productive. Donc forcément, j'adhère à l'idée du conseil technique Ballot. Voilà. Mais il y a eu du nouveau, dans le cadre du RAMED. Bon, on a vu il y a eu des chauffeurs blessés, donc qui ont été pris en charge. Ça veut dire qu'ils sont aussi désormais éligibles au RAMED. Effectivement. Depuis la crise, en tout cas les attaques orientées contre nos convois de ravitaillement en produits pétroliers, il y a des chauffeurs qui ont été blessés. Donc le Premier ministre, dans son rôle, a reçu les syndicats des chauffeurs qui ont porté des doléances. Et parmi ces doléances, c'est assurer la prise en charge des chauffeurs blessés. Et donc, suite aux instructions du Premier ministre, le gouvernement a signé une convention avec les syndicats de chauffeurs, notamment le ministre de la fonction publique, le ministre des Transports et le ministre de la Santé et du Développement social. Et cette convention stipule que l'ANAM doit assurer la prise en charge des chauffeurs blessés lors des convois de ravitaillement en produits pétroliers. Ça cadre avec nos textes parce que l'article 6 de la loi instituant les RAMED dit
en plus des indigents, il y a des admis de droit. Et parmi ces admis de droit, il y a des personnes blessées au cours ou à l'occasion de conflits armés ou de catastrophes. Donc nous supposons que les cas des chauffeurs là, c'est des conflits armés. Donc ils sont bénéficiaires de droits du régime d'assistance médicale. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Diarra. Il nous manque suffisamment de temps pour approfondir la réflexion. Nous passons à notre dernier sujet. Président, la 14e édition de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation. Une occasion pour les autorités de sensibiliser les populations et de rappeler les mesures prises pour réduire les accidents de la circulation. Suivons Maïmouna Guino avant d'échanger avec notre invité. Quand Fousseini Makadji a quitté la maison tôt ce jeudi à 5h du matin, il ne savait pas que quelques minutes plus tard, sa vie basculerait sous les roues d'un tricycle garé au beau milieu de la route. Fracture à la jambe, il nous raconte son récit. Vers 5h du matin. Je sortais vers 5h du matin pour travailler. Je suis conducteur de moto-taxi. Je roulais à pleine vitesse quand un tricycle garé en plein milieu de la route et en train de charger des ordures est apparu devant moi. Je l'ai percuté et je me suis retrouvé coincé dessous, avec le pied cassé et des égratignures un peu partout sur le corps. Son histoire est loin d'être un cas isolé. Selon une enquête menée en 2023 par l'Agence nationale de la sécurité routière, ils sont plus de 7685 victimes d'accidents de la circulation. En cette 14e édition de la Journée mondiale du souvenir, ces destins brisés rappellent l'urgence d'agir pour sauver des vies sur nos routes. La santé, au même titre que la sécurité routière, doit être une affaire de tout le monde. Qu'on soit usager, qu'on soit au niveau des corporations, tout le monde doit prendre ces deux volets pour que nous puissions avoir un pays dynamique. Parce que chaque cas d'accident, c'est comme si c'est une perte pour les pays. C'est-à-dire c'est des gens, des familles qui sont endeuillées et c'est des gens qui sont souvent rendus à vie incapables. Donc pour éviter, nous devons tous mettre nos poids ensemble, se donner la main pour lutter contre ces fléaux. La remise d'un lot de kits sanitaires s'inscrit dans une dynamique de soutien concret aux victimes. Elle permettra d'alléger les charges médicales des personnes touchées et de renforcer leur prise en charge au sein des structures de santé. Nous avons d'abord visité les services des urgences et la traumatologie où sont hospitalisés les patients qui ont été victimes d'accidents de la circulation. Et ces équipements, ces matériels viennent à point nommé parce qu'on en a toujours besoin et ça fait toujours plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un petit matériel pour sauver et soulager les vies. Et remercier aussi tout le personnel soignant de l'hôpital qui font de leur mieux malgré parfois des moyens difficiles, malgré parfois des conditions difficiles pour soulager et aider toutes ces populations-là. Le gouvernement a fait un grand pas parce qu'au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière, nous disposons d'une stratégie nationale de la sécurité routière. C'est comme si nous avons une vision. Les activités sont mises en œuvre. Et ensuite, il y a des semaines qui sont organisées pour pouvoir informer les gens. Et des équipements aussi sont installés au niveau de nos routes pour pouvoir flasher les gens, ceux qui sont en excès de vitesse. Et des documents ont été élaborés pour pouvoir sanctionner ceux qui commettent des actes. Par exemple, conduire avec les téléphones, ça c'est interdit. Ou ceux qui conduisent disons, sous l'effet de l'alcool. Donc beaucoup de dispositions ont été prises pour pouvoir réduire le nombre d'accidents de la circulation routière. En cette journée de souvenir, au-delà des hommages et des gestes symboliques, c'est un appel à la vigilance et à l'action pour que chaque trajet sur nos routes se fasse en toute sécurité et que plus aucune vie ne soit brisée. Monsieur Traoré, une première question. Pourquoi une journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation? Merci beaucoup, M. Koné. Je me félicite également pour l'intérêt
manifeste également que vous accordez à la sécurité routière jour pour jour. Je crois qu'il y a à peu près 4 mois seulement d'ici là, j'étais également sur ce plateau. Cela montre la suffisance également par rapport à l'abondance des activités et que nous menons sur le terrain en faveur également de la sécurité routière et des usagers de la route en particulier. La journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la circulation routière, c'est une journée qui a été quand même instituée par les Nations Unies, par l'Assemblée des Nations Unies en 2005, pour dire à toutes les victimes d'accidents et que la communauté internationale comprend la répreuve. Les victimes, que ce soit les victimes tuées, parce que parmi les victimes tuées également, il y a les parents qui sont également des victimes invisibles, il y a les gravement blessés, il y a également les parents, et je me répète. Et donc, cette journée a été instituée vraiment à cet égard. Mais quand on dédie une journée entière aux accidentés de la circulation, est-ce que ça veut dire que ces accidentés de la circulation ont une prise en charge différente au niveau des structures sanitaires? Bon, parce que quand on prend la journée on peut également, la journée peut avoir au moins quelques objectifs. Moi, ces objectifs-là, je les énumère également à 4. C'est souvenir également des victimes des accidents, c'est soutenir également leur famille et rappeler également le rôle très crucial des services d'urgence. Les services d'urgence commencent depuis l'impact où l'accident se produit, qui est également le force de sécurité, l'ordre, que ce soit en ville, c'est la police en race campagne, c'est la gendarmerie, qui balise et qui alerte également, y compris les sapeurs-pompiers ou la protection civile qui viennent l'évacuation jusqu'au service des urgences. Donc c'est vraiment pour rendre un hommage à toutes ces personnes, à tout ce personnel de cette chaîne-là que cette journée a été et montrer également à la population que l'accident aussi n'a pas de fatalité. L'accident n'a pas de fatalité, on peut faire en sorte que nous puissions également minimiser, sinon diminuer le nombre également de victimes sur la route. Et du coup, vous pensez que les accidentés de la circulation méritent une attention particulière, non? Bon, en ce qui concerne l'Agence nationale de la sécurité routière, pour nous, et le sujet qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas des tués. Dans le jargon de l'Organisation mondiale de la santé, c'est tué, qu'il n'y a pas de tués, qu'il n'y a pas également de blessés graves, blessés légers sur la chaussée. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup par rapport à cette prévention. Parce que selon les statistiques, en 2023, il y a eu quand même 7685 personnes victimes d'accidents de la circulation au Mali. Est-ce que c'est beaucoup pour notre population de 23 millions? Non, c'est beaucoup en perte de vie, en perte de personnes invalidantes, en perte également de bras valides, tout ça là, c'est beaucoup. Mais quand vous prenez les chiffres en amont, avant d'arriver également en 2023, il y a une nette diminution et qui sont dus également aux efforts consentis également dans le cadre de formation, dans le cadre de sensibilisation à l'endroit vraiment de toutes les couches socio-professionnelles. Donc je voudrais dire tout simplement qu'en matière de vie, même un tué, pour nous c'est vraiment beaucoup. À plus forte raison. Vous voulez dire que vous, grâce à vos efforts, il y a moins d'accidents au Mali? Grâce aux efforts de l'Agence nationale de la sécurité routière, parce que l'Agence nationale de la sécurité routière, c'est vraiment un service également et transversal. Il y a l'Agence nationale, et nous avons également des organes. Il y a le Comité national de sécurité routière où est représenté pratiquement tous les départements ministériels. Et toutes les grandes décisions qui se prennent là-bas, elles sont également prises de connivence avec vraiment tous les départements ministériels. Nous avons le comité interministériel qui est présidé également par le Premier ministre et chef du gouvernement. Donc toutes les grandes actions au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière sont prises également de connivence avec tous les acteurs. Et la cause principale des accidents, c'est connu, il y a l'excès de vitesse, il y a la consommation de stupéfiants, la surcharge aussi des véhicules de transport, l'état des engins, l'état des routes. C'est beaucoup. L'incivisme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment vous arrivez à maîtriser tout cela? Bon, c'est vraiment c'est notre travail. C'est notre travail. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez même la journée. La journée, normalement, la journée, c'est limité seulement à une journée.
Elle dit une journée. Mais la NASA a fait en sorte que la journée a été étalée quand même sur les 2 dernières semaines du mois de novembre. Madame le ministre, que je salue également pour son engagement constant et sa disponibilité à accompagner l'Agence nationale de la sécurité routière dans pratiquement toutes les actions que nous entreprenons, en dehors également de notre programme annuel de performance. Et elle nous appuie quand même parce qu'elle est également notre présidente du conseil d'administration. Et toutes les actions menées, elle s'est réellement engagée en matière de sécurité routière. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce que vous venez de dire, les différents comportements, parce que aujourd'hui vous prenez, il y a une étude récente qui montre que à peu près 80% des accidents de la circulation routière sont dus également à l'être humain, à l'homme, au comportement et facteur humain. Et que ce soit l'infrastructure que vous venez de dire, l'environnement routier et l'engin, c'est réparti également les 15 autres pourcents. Aujourd'hui, si nous décidons l'ensemble de faire en sorte qu'il n'y ait pas quand même d'accident, je crois qu'on pourra au moins, même s'il n'y a pas d'accident, comme l'accident comme son nom l'indique, on peut faire en sorte qu'on puisse vraiment fléchir également le taux. Malheureusement, cela n'est pas possible. Enfin, le comportement, l'homme étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est, il va continuer. Monsieur Ndiara, vous voyez aussi comment les gens circulent dans la circulation, les gens circulent au Mali, et comment les accidents sont provoqués. Vous pensez qu'on arrivera un jour à diminuer considérablement le cas d'accident? Oui, bien sûr, il faut toujours être optimiste. Voilà. Déjà, je salue la création de l'ANASER. Dans nos différents itinéraires, nous constatons à longueur de journée des accidents de circulation. Mais au premier constat, on se rend compte que c'est vrai, il y a d'autres faits dedans, mais la plupart, il y a l'indiscipline aussi. Et l'indiscipline, c'est vrai, en matière d'accident, il faut déjà aller à la prévention. Et la prévention, c'est la sensibilisation. Mais je pense que la sensibilisation a montré ses limites. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Mais peut-être il faut aussi asseoir un régime de sanctions. C'est important, l'indiscipline là. Même quand vous prenez la route, il y a des gens qui quittent la ligne pour aller attraper la ligne devant. Tout ça là, c'est des faits causaux d'accidents. Donc il faut vraiment asseoir aussi un régime de sanctions en plus de la sensibilisation. Monsieur Balo, un mot de votre côté par rapport à on parle beaucoup plus d'incivisme, d'indiscipline dans la circulation. Moi, je partage tout ce qui a été dit ici. Et je voudrais surtout ajouter un fait, c'est que instituer une journée mondiale, ça permet quand même d'amplifier la sensibilisation, surtout au niveau des décideurs politiques. Il y a un cas qu'il a surtout évoqué au niveau des urgences, de la survenance de l'accident à sa prise en charge dans une structure hospitalière. S'il y a une journée mondiale de ce genre et que les décideurs politiques sont mieux sensibilisés, ça va contribuer à améliorer la prise en charge des cas d'accident et puis dans la célérité et pour certainement atténuer les impacts négatifs. Mais un accident, quand même, la circulation a un impact économique réel. Le chef d'entreprise qui ne voit pas son employé souvent, qui est un cadre incontournable de la structure, la famille, le soutien de famille qui est là. Donc les cas d'accident quand même coûtent énormément à l'économie nationale, il faut le reconnaître. Et je suis d'accord qu'il faudrait vraiment renforcer les sanctions. Monsieur Traoré, vous avez au niveau de l'ANASER, vous avez une stratégie nationale de sécurité routière, la ministre l'a dit, mais est-ce que cette stratégie doit porter ses fruits à moyen, à long terme, ou alors ça a des effets immédiats? Je crois que c'est assez... Parce que cette année, la stratégie nationale de sécurité routière a été adoptée en 2020, et cette année, c'est vraiment l'année charnière où on devait quand même l'évaluer. Et d'ores et déjà, je voudrais dire, avant peut-être de clore, on est dans le temps, et la semaine nationale, pas cette semaine, la journée mondiale de souvenirs des victimes d'accidents de la circulation routière, je disais qu'on l'a attendu également sur une semaine. Il y a eu quand même beaucoup d'activités. Entre autres, il y a le reportage que vous venez de voir tout de suite là, la visite aux accidentés avec remise d'équipes de soins sanitaires. Il y a la formation également de 250 syndicalistes du département des transports et des infrastructures. Il y a également le don
un don de sang, à peu près 200 poches ont été récoltées et qui ont été remis également au service des urgences, et y compris à nos femmes évoluant sur le théâtre des opérations. Et tout ça, tout ça là, tout ça là, ça fait partie également de la sécurité routière. Tout ça là, ça préserve également des vies. Ça fait partie également de la stratégie, parce que la stratégie a pour but ultime de réduire le nombre des accidents de la circulation routière. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci, M. Diarra, et merci à vous également, M. Baloum. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.